Les matins de France Culture. Guillaume Erner. C'est le 107e congrès des maires de France qui s'achève et c'est pourquoi je voulais interroger les défis qui pèsent sur les élus locaux à quelques mois des municipales, puisque en mars prochain, voilà, ce sera des municipales avec le contexte national que vous connaissez, la crise politique et budgétaire également. Les maires demeurent bien sûr les élus préférés des Français, mais ils sont malgré tout soumis à la défiance générale. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai invité, Frédéric Dabi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui directeur général de l'IFOP et vous publiez avec Brice Sokol Face aux maires, la défiance inattendue aux éditions de l'Aube. Vous expliquez effectivement que les maires sont la figure refuge aujourd'hui d'une démocratie qui est, comme on le sait, absolument déboussolée. Oui, vous avez raison de le présenter comme ça. C'est le seul pilier de la République qui reste, s'agissant des élus. C'est l'élu préféré des Français. Une enquête récente donne un score de confiance ou de satisfaction du maire en général qui est, tenez-vous bien, 50 points supérieur à la satisfaction à l'égard du président de la République. Et les maires, d'un côté, ils ont gagné. Mais qui est... Alors Oui. je le dis sans ironie Allez-y. mal placée, qui est un score relativement bas, la cote de confiance du Bien sûr. président de la République. Donc là aussi, on peut malgré tout interroger par rapport à d'autres institutions. Oui, vous avez raison, mais ce qui est intéressant, c'est ce que les Français disent des maires. Et l'image du maire est en décalque total avec l'image, et vous le disiez, de plus en plus repoussoire du personnel politique national. Qu'est-ce qui se passe depuis le 7 juillet, depuis ce second tour des élections législatives? On vit ce que j'appelle l'éclipse du politique. Le politique au national, le Parlement, le gouvernement sont comme des astres morts. Les Français ne les regardent plus parce que les politiques, au national, ont rompu leur promesse, qui est, en échange de mon vote, je m'engage à être sur le terrain, vous écouter, régler les problèmes, pour prendre un vieux slogan socialiste et 110, changer la vie, et ce dialogue vertueux est complètement fini. À l'inverse, le maire, il est en décalque total, il est sur le terrain, il écoute, malgré ses moyens limités, malgré la baisse des dotations, malgré les difficultés, il arrive à réenchanter cette promesse du politique en transformant le quotidien de nos concitoyens. C'est pour cela que ce sont aujourd'hui les acteurs préférés, mais ce sont des acteurs relativement fragilisés. Alors donc c'est la proximité, les actions concrètes, la stabilité aussi dans un paysage politique qui est extrêmement mouvant. Vous avez raison, les maires, ils sont élus pour 6 ans. Ils n'ont pas d'élection à mi-mandat. Ils ont, comme disait l'autre, la durée et l'histoire. Ah oui, parce que maintenant 6 ans, c'est long. C'est long et puis surtout, il ne faut pas oublier, le dégagisme à l'échelle municipale est extrêmement rare. Même à des élections spectaculaires où on dit il y a eu une valse d'étiquettes, ça reste marginal. Même en 2014, rappelez-vous, quand la gauche perd énormément de villes de plus de 10 000 habitants, 171, ramené au nombre de ces villes, il y en a environ 1000, et quand bien même on ajoute des maires qui ne se sont pas représentés, c'est marginal dans les grandes villes, nous avons 70% des maires qui ont été reconduits. Donc les maires ont la durée, les maires permettent de réenchanter cette promesse du politique, mais ils ont gagné à la Pyrrhus, ils ont gagné par forfait par rapport à l'État national et ça a des conséquences concrètes pour eux. C'est ce qu'on explique dans le livre avec Brice Sokol, notamment une forme d'impuissance qu'ils ne connaissaient pas et qui fait que la relation avec leurs concitoyens est de plus en plus compliquée. On a failli appeler ce livre « Wesh le maire », pas pour faire une plaisanterie et pour faire un coup d'édition, mais « Wesh », c'est cette relation, c'est de la proximité, et c'est aussi challenger les maires. Vous auriez pu appeler ça gros le maire, ça aurait été... Si on vous dit voulez. aussi gros, oui, mais en tout cas, c'est une figure aimée, c'est une figure respectée. Il y a des villes que tout le monde connaît, nos auditeurs connaissent, où le maire est là depuis 3, 4, 5 mandats. J'ai grandi à Issy et Moulineaux, le maire est là depuis 1979, Créteil 1977, on peut citer énormément. C'est sûr que c'est... Mais pourquoi ? Parce que le maire est dans le respect de cette promesse du politique, écouter et changer la vie des gens. Oui, vous savez que si on avait un peu de mauvais esprit dans les exemples que vous évoquez, on pourrait parler aussi de clientélisme municipal. C'est pas comme ça que les Français le voient. C'est pas comme ça qu'ils le voient, puisque les Français ont l'impression, face à une classe politique qui est très auto-centrée. Qu'est-ce qui se passe ? Vous parliez tout à l'heure de la crise budgétaire. La classe politique, les parlementaires, se parlent entre eux. Ils sont dans une logique d'autarcie, dans une logique d'absence d'écoute et de dialogue avec leurs représentés. Et donc, c'est ça que les Français ne supportent plus. C'est pour cela qu'il y a une sorte d'exit, d'indifférence que nous n'avons jamais vu. Quand je vais sur le
le terrain, j'ai fait des congrès des maires locaux, les maires, qui sont les vrais élus, qui représentent les vrais gens, me disent, c'était récemment dans l'Aveyron ou dans le Cher, les gens n'y comprennent rien à ce qui se passe au national. Bon, les maires, dans le même temps, sont devenus de véritables urgentistes. J'entendais un maire récemment qui disait, voilà, quand il y a un chien, quand on perd son chien, on m'appelle la nuit. Alors évidemment, ça ne doit pas être le maire d'Issy-les-Moulineaux. Non. On m'appelle pour ça, mais il y a pourtant des chiens dans cette ville, j'imagine. Absolument, et des chiens perdus aussi. Voilà. Mais ça, donc, le métier de maire dans des petits villages ou même dans des villages un peu plus importants, c'est un métier où on est constamment sollicité. Oui, c'est quand on interroge les maires, ils ne sont pas, on a fait beaucoup d'entretiens avec Brice Sokol, ils ne sont pas dans les jérémiades, ils ne sont pas dans un discours ouin-ouin, ils sont au contraire très fiers d'assumer cette vocation, cette passion, ce métier, cette fonction, appelez-la comme vous voulez, mais c'est vrai qu'ils constatent une montée des exigences citoyennes jamais vue. On est passé du citoyen, puis du citoyen consommateur, puis du consommateur qui dit « j'ai droit, faites ceci, trouvez mon chien », comme vous donnez cet exemple, et même ce qu'ils disent « j'ai droit parce que je paye ». Alors que dans les faits, vous le savez Guillaume, avec la suppression de la taxe d'habitation, il y a énormément de Français qui ne payent plus le service municipal. Donc d'un côté, il y a ces exigences citoyennes, et de l'autre, l'impuissance dont je parlais, puisque quand on s'intéresse aujourd'hui, vous parliez des élections, à 4 mois du vote, aux 3 enjeux déterminants aujourd'hui pour les Français. C'est la sécurité, avec le trafic de drogue, la propreté, ça fait partie de la sécurité, la santé, l'accès aux soins, c'est la fracture majeure, et les finances, la dette. Qu'est-ce que sont ces 3 enjeux ? Ce sont 3 enjeux régaliens, nationaux, qui ne sont pas réglés à l'échelle nationale ou si peu, et donc dans une logique de descente de charge, ruisselle vers la sphère locale, et c'est au maire de s'en occuper. Alors le maire d'une grande ville peut dire j'ai créé une police municipale, j'ai créé un centre de soins, mais la plupart des maires se sentent un peu démunis et sont entre l'enclume et le marteau. C'est-à-dire l'État qui ne fait plus son travail et les Français qui demandent toujours plus. Et oui, parce que c'est ça qui est très compliqué pour eux, j'imagine. C'est-à-dire qu'on leur demande de statuer ou d'améliorer des points ou un certain nombre de domaines dont ils ne sont pas responsables. Et, au fond, c'est encore une fois poser la question de la cohésion sociale. Exactement. Le maire est là pour créer du commun. Il voit dans sa ville des communautés, des associations, mais c'est un point de refuge. Dans les entretiens que l'on fait, deux maires différents nous ont dit, parfois, on me dit excusez-moi, monsieur le maire, je vous ai appelé docteur. Il y a ce côté écoute, il y a ce côté, mais vous en souriez, mais c'est vraiment ça qu'on a vu sur le terrain. J'en souris. Parce qu'on a vraiment le seul acteur qui est là sur le terrain, mais effectivement, c'est de plus en plus dur. Il a vu depuis 12 ans ses dotations baisser, il a perdu la taxe d'habitation. Il y a aussi, et nos auditeurs le savent, l'intercommunalité, les communautés d'agglomération. Quand vous êtes le maire de la principale ville, vous êtes tranquille. Quand vous êtes petit dans cette communauté d'agglomération, vous n'avez plus la main, alors que les habitants vous disent c'est vous le responsable. Non, j'en souriais parce que si on appelle le maire docteur, c'est tout simplement parce que l'un des premiers problèmes de beaucoup de communes de France, c'est les pénuries en matière médicale, l'inégalité territoriale des soins. Ça, c'est un vrai casse-tête. Alors on voit une sorte de concours Lépine pour attirer les maires, pour attirer les docteurs. Alors moi j'ai fait des professionnels. Donc pour attirer des médecins dans les communes. Tous les maires nous en ont parlé, sachant qu'il y a une fable que je voudrais déconstruire, l'idée que dans les métropoles, tout va bien en matière d'accès aux soins et tout va mal dans la ruralité. On a vu sur notre travail de terrain qu'il y a des ruralités et au contraire, il y a des métropoles où il y a des vrais problèmes d'accès à des spécialistes. Les 2 principaux sujets dont les maires nous ont parlé, c'est l'insécurité avec le narcotrafic. J'utilise ce mot à dessein, c'est un mot qui, il y a quelques années, était réservé à une série Netflix, qui maintenant, les Français se sont appropriés. Les événements récents de Marseille l'ont montré, mais c'est pas... Ça commence dans quelles communes ? Ça commence même dans les toutes petites communes. Même vous savez, je le disais, il n'y a que 1000 maires de plus de 10 000 habitants, de villes de plus de 10 000 habitants. Le tissu communal, c'est un petit tissu. Comme le tissu entrepreneurial, vous le savez également, il n'y a que 94% de TPE, il y a 94% de TPE en France. Et c'est vrai que ces enjeux nationaux, régaliens, qui ne sont pas traités, reviennent en boomerang du côté des maires, qui fait qu'ils deviennent maintenant le réceptacle ou le guichet de colère ordinaire sur des sujets qui touchent les Français et qui ne sont pas réglés. Mais alors, donc là, quand même, ils doivent souffrir parce qu'on leur demande des choses impossibles à faire, puisque sur la sécurité, ils ont
pas vraiment la main sur le logement. Alors on va en reparler, mais là aussi c'est compliqué parce que le millefeuille territorial fait que les décisions, elles se prennent plus nécessairement au niveau de la commune, c'est au niveau de l'agglomération, de la communauté de communes. Ça c'est un vrai casse-tête, Frédéric Dabi. Oui, c'est un vrai casse-tête pour eux. Ils ont été moins dans la récrimination à l'égard de la communauté de communes. Le fait intercommunal est rentré dans les faits et pour une petite commune, ça peut être utile d'être plus gros, si je puis dire, avec d'autres villes. Ils ont parlé surtout de l'administration tatillonne, de la relation avec l'État, où est l'État, et puis cette suppression de la taxe d'habitation qui devait être compensée à l'euro près, ça n'a pas été le cas, rien qu'avec la crise de l'inflation, ça n'a pas été le cas. Et les fameux, et j'ai appris ça fait personnellement, on ne le voit pas dans les enquêtes d'opinion, les fameux appels à projets où on leur dit présentez-nous des projets que nous financerons, et ben dans les faits, il faut être une grosse commune, présenter des dossiers solides, et pour les maires, qui est le maire lambda, peut-être qu'on va en parler, c'est des villes de 500, 1000, 2000 habitants, ils sont de plus en plus seuls. Alors comment les maires de ces petites communes compensent cette forme d'impuissance en matière de sécurité, en matière d'accès aux soins, par une hyper-présence, par une hyper-disponibilité. Le maire d'une commune, c'est Monsieur Madeleine dans Les Misérables, c'est premier levé, dernier couché, qui protège ses habitants. Et il y a un lien, on le voit dans nos entretiens, extrêmement fort avec les gens, mais c'est un lien qui peut être parfois venimeux, qui peut être parfois empoisonné, parce que de plus en plus, les Français ne voient plus que le maire. On est dans un moment très particulier, avec d'une part cette étanchéité jamais vue entre la sphère politique nationale, qui est complètement vilipendée, et c'est cette sphère politique locale jugée efficace sur le terrain, mais qui ne résout pas vraiment les problèmes, faute de moyens. Alors justement, comment ça se passe, la politisation du local, Frédéric Dabi ? Alors, les élections de 2026 seront politiques, puisque c'est en principe, je dis bien en principe, c'est le dernier scrutin avant l'élection présidentielle. En principe, le prochain scrutin aura lieu en mars prochain, mais rien ne nous dit qu'il n'y aura pas des législatives avant. Les maires sont dans une incertitude sur qui va voter et quel sera vraiment le calendrier électoral. Donc, dernier scrutin avant la présidentielle. La dernière fois, c'était en 2001 puis 2002. C'est un scrutin beaucoup plus politique. La règle, c'est quand même que la plupart des maires de villes de plus de 10 000 habitants seront reconduits. C'est cette absence de dégagisme face à cet élu de confiance. Mais il peut y avoir des alternances symboliques très fortes. Imaginez, et ce n'est pas de la science-fiction, qu'au soir du 22 mars, au soir du second tour, Paris, Lyon, Marseille, Nice, Toulouse et Lille changent de couleur politique. Ce n'est pas complètement probable, mais c'est un scénario qui est possible. Quel impact symbolique ça aura de voir les grands maires des grandes villes, symboles de la République, piliers, comme je le disais, très, atteints et fragilisés. Si on les passe en revue, Paris... Incertitude extrêmement forte, l'offre électorale n'est pas complètement connue. Il y a la nouvelle loi Paris-Lyon-Marseille qui fait que ça pourrait être très favorable, par exemple, à une Rachida Dati de voir des électeurs du 16e, 17e qui n'allaient pas voter. Là, puis ils pourront aller voter pour sortir la gauche. Il peut aussi y avoir un tout sauf Dati. On est sur une incertitude. Oui, parce qu'il faut rappeler qu'on était sur des scrutins d'arrondissement. Sur 17 scrutins, puisque les 4 premiers arrondissements ont fusionné. Et aujourd'hui, donc le mode de scrutin changerait Lyon-Marseille. Lyon, avantage très net pour Jean-Michel Aulas, qui a l'avantage de ne pas être une figure politique, d'avoir compté dans la vie de Lyon avec l'OL, d'avoir un maire écologiste, jugé courageux et solide, mais qui n'a pas vraiment, marqué la ville de son empreinte. Et Marseille ? C'est très incertain. Le RN est extrêmement fort, mais ce n'est pas nouveau. Dans les années 80, le RN faisait plus de 30%. Rappelez-vous, Jean-Marie Le Pen avait voulu à un moment se faire appeler Jean-Marius et s'installer à Marseille pour être candidat. Le maire sortant semble bien placé, mais RN d'un côté, Martine Vassal, la présidente de la métropole de l'autre, pourrait créer la surprise. Et les autres villes que l'on peut évoquer, les grandes villes, Frédéric Dabi ? C'est difficile de vous faire ce panorama. En tout cas, qu'est-ce qui s'était passé en 2020 dans toute une série de grandes villes ? Les écologistes avaient percé. Là, ils sont en très grande difficulté, peut-être en dehors de Bordeaux, de Poitiers et de Tours. Ce serait peut-être le reflux de cette vague écolo de 2020. Et puis, vous l'avez évoqué, il y a un enjeu donc à la fois pour le RN et pour la France insoumise. Oui, c'est deux radicalités qui s'invitent dans la campagne municipale. LFI avait enjambé le scrutin en 2014 et 2020. LFI veut percer, veut s'installer. Ils espèrent gagner, par exemple, la ville de Roubaix. La difficulté pour LFI, c'est qu'ils
c'est que ce parti tribunicien fait de fureur, de bruit et de tempête, je dirais, ne colle pas avec le sens du vote aux élections municipales, l'imaginaire du vote. C'est à qui je vais confier les clés de ma ville. Et donc la gauche gestionnaire, PSPC, est sans doute mieux placée. Et pour le Rassemblement national? C'est peut-être confirmer ces résultats de 2014, 2020, les villes gagnées. Toulon semble largement gagnable et c'est surtout confirmer la percée des élections législatives dans des départements qui ne sont pas historiquement FN-RN, mais où le RN devient quasiment hégémonique. Je pense à l'Aude, je pense à l'Eure, au Loiret ou au Tarn-et-Garonne. Ça, donc, cela annonce une campagne municipale qui va être, j'imagine, assez âpre dès lors que celle-ci est incertaine, peut-être la plus incertaine depuis des années, Frédéric Dabi? Oui, parce qu'elle va être également, pour compléter ce que vous dites, extrêmement courte par rapport à 2019-2020 ou 2013-2004, la campagne, du fait de cette incertitude nationale. Il n'y a pas de budget, de cette éclipse du politique. Les campagnes ont très marginalement commencé, mais ce sera sans doute la campagne avec le plus d'inconnus de l'histoire de la Ve République. La première, dont on n'a pas parlé, avant de parler de Paris ou Marseille, est-ce que les Français vont aller voter le 15 mars prochain? En 2020, il y avait eu une abstention historique du fait du pré-Covid, si je puis dire, les rumeurs d'annulation du scrutin le jeudi, les prises de parole d'Édouard Philippe le samedi soir annonçant le confinement. Mais depuis 2001, à chaque scrutin, les Français votent moins qu'au scrutin municipal précédent. Et puis, ce contexte national extrêmement liquide, gazeuse, ce côté, est-ce que ça vaut la peine d'aller voter? Est-ce que cet accabonisme va toucher ce scrutin de référence et les élus municipaux qui restent malgré tout les élus préférés des Français? Est-ce qu'on a donc la possibilité d'être surpris? Vous dites que oui, le scrutin est extrêmement instable, Frédéric Dabi. L'écharpe et les tempêtes face aux maires, la défiance inattendue, c'est votre livre, coécrit avec Brice Sokol, publié aux éditions de l'Aube. On se retrouve dans quelques instants, Frédéric Dabi, pour essayer de comprendre quel est le quotidien des maires. On sera en compagnie de Florian Bercot, qui est maire de Laval, c'est le plus jeune maire parmi les grandes villes de France, et Camille Pouponneau, qui est maire de Pibrac en Haute-Garonne, qui l'a été plus exactement, puisqu'elle va témoigner de son expérience et de ses difficultés. Elle l'a fait d'ailleurs déjà dans un livre, Maire, le grand gâchis, aux éditions Robert Laffont. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et oui, on parle des maires parce que s'achève le 107e congrès des maires de France, parce qu'aussi en mars prochain, ce seront les municipales. Vous nous avez expliqué, Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, à quel point les maires étaient appréciés, mais aussi à quel point ils constituaient aussi des urgentistes du social. Et c'est la raison pour laquelle j'en ai invité deux. Florian Bercot, bonjour. Vous êtes maire de Laval. Vous êtes le plus jeune maire parmi les grandes villes de France. Vous avez lancé l'initiative Printemps des maires, destinée à favoriser l'engagement politique à quelques mois des élections municipales. Camille Pouponneau, bonjour. Vous êtes maire de Pibrac, c'est en Haute-Garonne, c'est à une quinzaine de kilomètres de Toulouse. Vous l'avez été de 2020 à octobre 2024 et vous avez témoigné de votre expérience et de vos difficultés dans un livre publié chez Robert Laffont, Maire, le grand gâchis. Camille Pouponneau, mon camarade Jean Lémarie vient d'évoquer la drogue. On n'arrête pas de dire que la drogue aujourd'hui existe partout. Alors Pibrac, ça n'est pas une petite ville, c'est déjà une ville moyenne. Il y a 9000 habitants, mais est-ce que c'était un sujet, par exemple, que vous rencontriez ? Évidemment, c'était un sujet d'inquiétude pour de nombreux citoyens qui voyaient quelques petits points de deal pas loin de chez eux. C'était un sujet pour les parents, inquiets pour leurs enfants. Et je vis désormais dans un tout autre endroit de France qui est beaucoup plus rural et c'est aussi un sujet. Donc évidemment, c'est un sujet. Je crois que le vrai sujet aujourd'hui, c'est comment dans notre pays, on peut mourir comme ça pour rien parce qu'on défend un état de droit fort et la lutte contre ce narcotrafic. Et si je peux mettre en parallèle avec notre sujet d'aujourd'hui, c'est qu'on passe notre temps à nous expliquer la largeur des trottoirs et où est-ce qu'il faut installer un panneau photovoltaïque. Je pense que l'État devrait se concentrer sur ses missions essentielles qui sont celles de garantir la sécurité de nos concitoyens, assurer une éducation à tous pour assurer la promotion sociale et puis offrir une offre de soins sur tout le territoire. Donc je pense que l'État doit se recentrer sur
sur ses fonctions régaliennes et arrêter de s'éparpiller. Bon, Florian Bercaud, on se souvient qu'à Laval, il y avait eu des émeutes. Alors, je ne sais pas s'il faut faire un lien entre cela et le trafic de drogue. D'ailleurs, de temps en temps, on dit que là où il y a un trafic de drogue, il n'y a pas d'émeute. Bon, chez vous, Je crois que malheureusement, aucune commune de France, rurale, périurbaine, urbaine, métropolitaine ou d'outre-mer est touchée évidemment par le trafic de stupéfiants, qui quand même est le fruit du grand banditisme mondialisé. Donc la question évidemment, c'est tant se dire mais d'où vient toute cette poudre blanche qui traverse nos frontières en toute impunité. Et évidemment, pourquoi l'état dépressif de nos villes amène à consommer autant de drogue dans tous les milieux sociaux. C'est plus ça, très parce que clairement. donc d'où vient, on voit à peu près, où va-t-elle? C'est plus l'interrogation que je me pose. Vous êtes proche de vos concitoyens. D'après vous, pourquoi tant de consommation? Qui consomme? Tous les milieux sociaux, que ce soit pour se soigner, que ce soit pour se divertir, et malheureusement, personne n'est épargné. Et c'est pour ça qu'il faut agir, je pense, là, et pas débattre du sexe des anges, mais tant sur le volet préventif que sur le volet répressif. Et donc, on a ce triptyque, évidemment, police, justice, prison, rédemption même. C'est important de pouvoir agir de concert. Les maires sont concernés. Nous, on apporte tout le volet de prévention, toute la vidéoprotection, Mais est-ce que l'information vous nécessaire à la police nationale. Florian Bercaud, vous qui êtes maire de Laval, vous vous sentez démuni? C'est-à-dire, on sait qui sont les trafiquants de drogue, mais on ne peut rien faire. Non, on se sent pas démuni. Moi, j'ai l'exemple du quartier des Fourches à Laval qui a été pris par les stupéfiants pendant quelques mois. On y a fait une action coordonnée, police, justice, mairie. On y a mis des caméras et en 9 mois, on a rétabli l'ordre avec des peines de prison allant jusqu'à 9 ans. 9 ans. Et ça a ramené le calme dans le quartier. Donc, moi, je pense quand on y met les moyens, temps, prévention, humain, ça fonctionne et les résultats sont là. Après, on a l'impression de vider l'océan à la petite cuillère. Ouais, ça, c'est être un peu démuni. Et Camille Pouponneau, vous en aviez assez justement de vider l'océan avec la petite cuillère? Oui, c'est un petit peu ça. Et je pense surtout, comme l'a dit mon collègue Florian, que en fait, le local et le maire est la solution à tout ce qui explique cette explosion de la consommation, qui est en effet une société qui ne va pas très bien, une société où on a besoin de recréer du lien, d'avoir un rapport au temps. J'aimerais en reparler aussi, qui est différent. Et donc, aujourd'hui, la consommation de drogue, elle révèle aussi un mal-être. Et nous, ce qu'on demande, les maires, c'est qu'on puisse nous laisser faire, parce que créer du lien, défendre la fraternité, protéger nos habitants, on sait faire. Et aujourd'hui, on a un État qui est, à l'inverse, beaucoup trop empêcheur dans notre action. Frédéric Dabi. Oui, mais tout ce qui a été dit, les Français le ressentent. C'est devenu, dans nos sondages, où on essaie de coller à la réalité des terrains. On ne testait pas en 2014 ou en 2020 la question du trafic de drogue, du narcotrafic. Les gens sur le terrain ont repris ce mot. Je disais tout à l'heure, c'était avant bon pour une série Netflix mexicaine. C'est maintenant, certains ont parlé de mexicanisation du pays. Les Français le ressentent, et comme vous l'avez très bien dit, madame, c'est pas qu'une affaire de métropole, c'est une affaire de communes rurales, de petites villes, et ce n'est pas un enjeu étanche. Ça touche l'insécurité, ça touche les mobilités. Nous, dans notre travail de terrain avec Brice Sokol, on nous a parlé de stratégie d'évitement, de pas aller dans tel ou tel quartier parce qu'on sait qu'il y a un point de deal. Et puis, ça touche à ce qui est ontologiquement au cœur du pessimisme français, un pessimisme de projection. Mes enfants vivront moins bien que moi. Et c'est vrai que les Français attendent que l'État, le régalien, joue son rôle. Ce n'est pas normal que ce soit à 4 mois des élections le 5e enjeu du vote. On ne va pas vous sanctionner ou vous faire ou vous réélire parce que, monsieur le maire, vous avez mis en place telle ou telle action. C'est à l'État de le faire, et on attend vraiment qu'on sorte de cette éclipse du politique. Oui, avec Florian Bercaud, une situation qui est là aussi de plus en plus complexe, parce que le millefeuille administratif, la communauté de communes, la communauté d'agglos, bref, les décisions, on a de plus en plus de mal à savoir où elles se prennent. Oui, pour rejoindre ce que disait Camille Pouponneau, est-ce que l'État a encore les moyens de sa centralisation? Parce que jamais sur le terrain, nous avons demandé autant de policiers, de soignants, d'enseignants, de magistrats. Donc on voit bien que l'État doit se reconcentrer sur le régalien et laisser évidemment les politiques publiques qu'on pourrait mener au mieux, au plus proche du terrain, évidemment aux maires. Mais ça nécessite, au-delà de l'organisation de qui fait quoi, je pense aussi du lien à l'impôt. C'est évidemment, s'il y a un impôt pour faire telle ou telle chose, les Français sont prêts à payer des impôts. Je pense que si on demande aux Français, est-ce que vous êtes prêts à payer 5 ou 10 euros de plus pour garder un hôpital public en état qui fonctionne et accessible 24 heures sur 24, je crois qu'ils sont prêts à le faire. Par contre, ils ont l'impression de payer des impôts et de ne pas savoir où ça va dans ce millefeuille déresponsabilisant.
Camille Pouponneau, moi je vous ai invité parce que vous avez écrit un livre extrêmement courageux, un livre intitulé Mère, le grand gâchis, je rappelle le titre. Et vous avez notamment écrit dans ce livre, j'ai compris qu'il fallait renoncer le jour où je me suis dit que la question n'était plus de savoir si j'allais tomber, mais quand les jambes étaient de plus en plus chancelantes, le sommeil impossible, l'estomac noué, les angoisses profondes. Et effectivement, ce qu'on pourrait appeler, je ne sais pas, un burn-out, en français, de la lassitude, de l'épuisement. Ça arrive aussi quand on est politique. Ah, mais ça arrive surtout quand on est politique. Et j'ai pu dire tout ça parce que j'en suis sortie. Il faut être aussi lucide par rapport à ça. La politique est un espace, un champ dans lequel l'expression de la vulnérabilité n'a pas sa place. Vous devez être fort, vous devez apporter des solutions, vous devez être positif, vous devez montrer un avenir désirable. Et des fois, vous êtes un homme et une femme comme tout le monde, avec vos doutes, avec votre fatigue, et c'est surtout ça qui m'a conduit à l'épuisement, un sentiment d'impuissance certaines fois. Moi, j'ai été encore avec mes collègues hier au Congrès des maires. Il y a une constante entre tous les maires, c'est le sens des responsabilités, l'envie de porter des projets. Et quand on est empêché et quand on se sent acculé, des fois, on est vite épuisé, oui. Et est-ce que vous êtes capable de savoir ce qui pesait particulièrement dans votre charge mentale de maire ? Ce qui me pesait énormément, c'est, et ça a sans doute été déjà explicité, c'est que le maire, pour les gens, c'est le politique, c'est l'État, c'est tout le monde en fait. Et il est à portée d'engueulade, mais il est surtout à portée de sollicitation. Et donc en fait, on était la bouée de secours. Sur quoi, par exemple ? Mais sur un prof pas remplacé à l'école, sur le manque de gendarmes, sur... Moi, on me demandait comment... Madame le maire, est-ce que vous pouvez pas passer un appel pour me trouver une place pour une IRM ? Voilà, c'est ça la réalité du maire, parce que les gens le connaissent, parce qu'ils peuvent l'approcher et parce qu'ils ont confiance en lui. Donc le problème de la confiance, c'est génial parce que ça nous donne la capacité à faire, mais c'est aussi très lourd à porter parce que certaines fois, on n'a pas les solutions. Et quand vous avez un sens des responsabilités élevé, ne pas apporter de solutions, c'est très dur à vivre. Et oui, j'imagine que c'est particulièrement confondant. Frédéric Dabi ? Oui, parce que dit Madame Pouponneau, les maires nous l'ont dit, c'est une passion, c'est une vocation, c'est le dernier acteur sur le terrain. On va le voir pour l'accès aux soins, pour l'accès aux droits, pour la question de la sécurité, avec aussi le vecteur qui a changé. Avant, on voyait le maire, on lui faisait un courrier, on avait intégré une forme de temps long. Je parlais d'un mandat de 6 ans sans élection intermédiaire. Maintenant, le mail... le réseau social, c'est j'écris donc ça va être résolu extrêmement vite. C'est cette urgence que les maires se prennent en pleine figure et c'est de plus en plus difficile pour eux, même s'ils font des miracles, il faut le dire. Et n'oublions pas, je le répète, le maire en France, c'est un maire d'une ville de 1000, 5000, 9000. Votre ville est une grande ville. 9000 habitants, Pibrac. Il n'y a que 1000 villes de 50 plus de 10 000 pour habitants. Laval, oui. 50 000, très grand. 50 000. On est toujours le plus petit de quelqu'un, ou le Ouais, plus grand de c'est vrai. l'autre. Mais alors, justement, parce que donc, Pibrac, donc je l'ai dit, 8 000 habitants, vous, Laval, 50 000 habitants. 50 000 habitants, la pression qui pèse sur le maire, quelle est-elle ? Est-ce que vous aussi, vous êtes à portée d'engueulade ? Est-ce qu'on peut vous demander ? On est une ville, ce qu'on appelle à taille humaine, une ville d'équilibre, donc évidemment le maire est très présent, très sollicité. On a à la fois le tiers de confiance, parce qu'effectivement les citoyens nous reconnaissent comme être la République du fer. On n'est pas dans la parole performative des plateaux télé, mais vraiment dans la confrontation réelle. Et évidemment, on nous attend sur les solutions. La difficulté, c'est d'articuler les temps. Le court terme, c'est-à-dire que nous, on accompagne au quotidien nos administrés de la naissance à la mort. Il faut servir dans les crèches tous les midis et dans toutes les écoles, mais aussi dans nos EHPAD. Et puis, on nous attend aussi sur le long terme, transformer la ville dans les mutations urbaines et dans les grands défis qui sont devant nous, la transformation commerciale, la transformation sécuritaire de nos territoires. Et donc voilà, c'est cette articulation entre l'urgence du moment et le besoin d'avoir une vision, et sans doute qu'ils nous le reconnaissent. Et alors, vous, qu'est-ce qui pèse particulièrement sur votre agenda ? Qu'est-ce qui constitue l'essentiel de votre travail de maire, Florian Bercot ? Tout ça, l'articulation des temps, concrètement, à faire avancer les projets. On est d'abord chef d'une administration quand on est à la tête d'une ville comme Laval. Je préside l'agglomération, donc c'est quand même 1800 agents, 300 millions d'euros de budget annuel, fonctionnement, investissement. Et puis c'est délivrer des projets que le territoire avance. On est responsable des politiques que nous menons, mais on est responsable aussi de la régulation, se dire tel promoteur doit faire tel projet à tel endroit, faire avancer les politiques de l'État pour avoir toujours plus de policiers, toujours plus de soignants dans nos hôpitaux. Moi, j'étais confronté, comme tous les
maires à la crise des hôpitaux, avec des urgences fermées la nuit, puis fermées Alors, qu'est-ce que quelques vous jours. pouvez faire, vous? Eh ben, on appelle les ministres, on mobilise les citoyens, les syndicats, les professionnels de santé, les parlementaires, et on finit par être écoutés, avoir des moyens et reconstruire notre hôpital. Mais c'est long, c'est très long, sans doute trop long. La politique, Camille Pouponneau, est-ce que vous étiez encarté? Est-ce que vous considérez que vous défendez un parti, une sensibilité politique? En tout cas, j'ai constitué une liste qui était très plurielle et l'objectif, c'était surtout d'avoir, une liste représentative de toute, la population, et dans toutes ses composantes. Mais maintenant, avec un peu de recul, je me dis qu'à force d'avoir, peut-être trop été sur, le bon sens, on construit ensemble au-delà des différences, on a trop dépolitisé peut-être, les communes et on se retrouve avec ces statistiques qui sont effrayantes, qui disent qu'un Français sur deux pense qu'on pourrait être aussi bien gouverné par des experts. Donc le maire devient un gestionnaire expert à qui on demande énormément de connaissances. Il fait des listes apartisanes où tout le monde se retrouve. Et finalement, on ne parle plus de ce qui est le vrai sens de l'engagement, qui est la vision pour demain de notre territoire, avec une sensibilité et quelquefois certains clivages. Et ça, c'est peut-être je vous aurais pas dit la même chose à un an, mais maintenant quelque chose que je regarde avec recul et je me dis, il faut peut-être repolitiser un petit peu, au sens noble du terme, ce qui se passe dans nos communes. C'est très intéressant. Beaucoup de maires nous ont dit ça dans notre travail qualitatif. Ils se voient souvent comme des techniciens, comme des réceptacles ou des guichets des colères ordinaires. Et c'est vrai qu'une repolitisation de la fonction peut être intéressant. Pas au sens partisan, mais au sens effectivement de projection vers l'avenir. La vision d'un maire écolo, c'est pas tout à fait celle d'un maire socialiste, d'un maire communiste, qui mettra en avant plus sa culture, ou d'un maire de droite, voire de droite radicale. Et c'est vrai que d'un côté, les Français aiment ce consensus, aiment ce pragmatisme, cette efficacité des maires. De l'autre aussi, on l'a dit, l'étiquette partisane dans les motivations du vote, c'est extrêmement bas. Le vote, c'est un triptyque entre bilan, projet, incarnation, sachant que pour cette élection à venir, jamais le bilan, qui était avant, le bouclier, le sauf-conduit du maire. J'ai bien bossé, c'est ce que disait Georges Frêche à l'époque, maire de Montpellier. Je vous ai construit 3 patinoires de médiathèque, ne venez pas m'embêter. Il disait pas, à mon avis, m'embêter. Maintenant, les Français attendent un projet, une projection vers l'avenir. Pourquoi ? Ça découle de ce qu'on s'est dit au début de notre échange. Il n'y a plus de cap national. Quel est l'imaginaire national à part le déclin, la France qui tombe? C'est pour ça que les Français aussi attendent avec beaucoup d'impatience une vraie campagne présidentielle pour remettre le pays d'équerre et cesser ce dysfonctionnement du politique au national qui vous touche à l'échelle locale. C'est vrai. Florian Bercaud, on maire espère de que le Laval. national, justement, ne pèsera pas sur les élections municipales. Il ne le faut pas. Il y a autant d'élections de communes en France. Ça, c'est important. Par contre, le résultat des élections municipales va avoir un impact sur la présidentielle, c'est évident. Et donc, c'est important de distinguer les deux et de réhabiliter ce qu'est la fonction de maire. Moi, je pense, me suis engagé aussi parce qu'on a ce devoir de fraternité, de sororité, et parce qu'on est sur France Culture, d'adelphité. C'est cette cohésion sociale, cette cohésion nationale, c'est nous qui la tenons. Nous, on marie, on célèbre l'amour à travers les rites, les commémorations. Et c'est important de réhabiliter ce pouvoir des maires aussi. C'est celui d'être l'artisan du lien. Vous êtes d'hiver gauche, Florian Bercaud. Est-ce que cette question donc de la politique, repolitisation, dépolitisation, comment la vivez-vous ? La politique, c'est l'art des choix, donc c'est de la priorisation. Et donc évidemment, ceux qui vont vendre tout et n'importe quoi, c'est pas possible. Au moment où on est confronté à un budget, à des choix. Je pense pas que la distinction ce soit sur l'efficacité ou la bonne gestion. Je pense que la majorité des maires sont des bons gestionnaires et dans l'efficacité. Aujourd'hui, c'est comment on approche les problèmes. Est-ce qu'on est plus dans la concertation ou pas ? Ça, c'est une question de méthode. Ou effectivement, sur le fond, est-ce qu'on priorise la culture, le sport, les solidarités, ce qui fait le sel de la vie, le vivre ensemble, ou est-ce qu'on va privilégier d'autres politiques publiques plutôt sécuritaires ou autres. Donc, c'est plutôt... Les Français vont être amenés à faire des choix sur quelle vision ils veulent de leur commune et quelle offre de services publics ils veulent avoir. Camille Pouponneau, est-ce que ça vous manque, ce métier de maire aujourd'hui ?
Mes habitants me manquent. Voilà, ce que je me suis rendu compte en quittant cette fonction, c'est la force du lien qu'on avait, je rebondis sur ce qu'a dit mon collègue, la force du lien qu'on avait noué. Il y a quelque chose de très rare en politique à l'échelon local, c'est l'affect. L'affect a beaucoup de place à l'échelon local et moi je pense que c'est pas un gros mot. Je pense qu'il faut remettre de l'émotion et de l'affectif dans les politiques aussi et du coup c'est surtout ça qui me manque. Qu'est-ce qui vous avait conduit à être maire? La volonté de changer le monde. Voilà, hein. Je sais que c'est complètement has-been, mais moi je pense que la politique, elle peut changer le monde. Je crois à sa capacité dans le faire à construire un avenir désirable. Et la réalité, c'est que malheureusement, moi je me suis épuisée, j'ai eu un sentiment d'impuissance et d'inefficacité trop fort. Florian Oui, Berco. transformer le réel, je pense partir du réel pour aller vers l'idéal, ça reprend Jaurès, mais peut-être à l'inverse, c'est important. Et puis redire que malgré ce qu'on a entendu, il y a plus de maires à vouloir se représenter que ce qui était prévu, ce qui est que voilà une anomalie statistique et je m'en réjouis. C'est un peu toujours comme ça. Et c'est 900 000 mi-mandat, Français. c'est souvent un peu compliqué. Et quand on arrive près de l'échéance, il y a une envie sous le. Mais tant mieux, mais disons-le, continuer, mais il y a bien une sûr. envie d'engagement. 900 000 Mais Français vont y s'inscrire sur les listes vous y électorales. retournez. Oui, j'y retourne et je suis prêt à accompagner tous ceux qui veulent s'engager dans les valeurs de fraternité, de vivre ensemble et de ce qui fera avancer notre pays. Pas celui du repli sur soi, de la haine de l'autre. Je pense qu'on est là pour s'entendre à l'échelle d'une école, à l'échelle d'une rue, à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'une ville. Et après, peut-être qu'on saura s'entendre à l'échelle d'un pays. C'est le printemps des maires, hein, c'est ça. C'est un chemin, un compagnonnage qu'on apporte à travers du mentoring, à travers des webinaires où on échange des solutions entre nous. C'est ça la politique au sens noble du terme, être au service de ses administrés, ses concitoyens et des Français et Françaises. Oui, ça les Frédéric Français. Dabi. Oui, ça les Français le reconnaissent complètement, cette envie d'engagement. Il y a certes une dépolitisation, mais il y a une envie d'engagement, y compris chez les jeunes. 2014, il y a eu beaucoup d'alternance. C'est un moment où un jeune personnel, alors plutôt à droite, comme à droite avait gagné, s'est engagé dans la vie politique. Il y a quand même beaucoup de Français qui seraient prêts à revenir sur le non-cumul des mandats parce qu'ils voient cette étanchéité entre sphère politique locale et sphère politique municipale. Ils voient ces 600 000, 700 000 élus municipaux, pas seulement le maire, le conseiller municipal. Et dans cette envie de réoxygéner la vie politique, le maire, l'élu municipal a un rôle. Les sondages, il y a une dizaine d'années, c'était 90%, il faut toujours ce non-cumul. Ça a beaucoup bougé et surtout, quand il y a des enquêtes de l'IFOP dans telle ou telle ville, petite ou grande, où de manière un peu maligne, l'équipe du maire nous demande de poser la question suivante. Par le passé, votre maire était député maire. Est-ce que c'était une bonne chose pour l'image de la ville, son développement et pour ses projets? C'est bien sûr 3/4 de oui. Moi, j'ai dubitatif. Moi, j'ai mes Florian doutes parce Berco. que je pense faut que débattre. justement, aujourd'hui, dans le contexte politique d'incertitude, même de stupéfaction, il y a justement 3 piliers qui tiennent la République. La République locale, celle des collectivités, la République nationale, le Parlement et l'exécutif, et la République sociale quand même avec les partenaires sociaux. Et je trouve qu'on a trouvé... L'entreprise aussi. On a trouvé un équilibre. Et là, voilà, effectivement, la République économique, on pourrait rajouter. Et l'important, c'est de trouver l'équilibre et les Bien sûr. contre-pouvoirs. Montesquieu disait, il faut que le pouvoir être le pouvoir, certes du législatif et de l'exécutif avec le judiciaire, mais je crois qu'aussi entre nous, dans la gestion des deniers publics, c'est pour ça que je le dis, le triptyque, c'est important de pouvoir s'équilibrer. Camille Pouponneau. Oui, non, moi je voudrais donner 2 chiffres, excusez-moi d'en rajouter, mais un Français sur 2 se dit intéressé pour participer aux élections municipales, être candidat. Un Français sur 4, mais ils sont 1 sur 2 à dire je n'irai pas faute de temps. Et voilà, et je crois quand même que cette question de la notion de temps, aujourd'hui dans l'engagement, c'est une vraie question, la notion du temps de manière générale dans nos vies, l'équilibre entre le travail, etc., et notre vie personnelle. Et je crois qu'aujourd'hui notre démocratie, je pèse mes mots, est en danger, et que si on veut la défendre, il faut accepter qu'on libère du temps dans nos organisations pour s'engager. Et ça, il y a des choses à imaginer d'un point de vue législatif. Parce que vous étiez maire à temps plein, Eh oui. Camille Pouponneau, et vous aussi. Oui, et c'est un marathon et pas un sprint. C'est peut-être là où ça peut être épuisant parce qu'on nous demande de sprinter en permanence, de monter les Ouais, collines, c'est et ça. c'est important de respecter les temps. Je veux témoigner aussi, j'ai eu 3 enfants sur le mandat, c'est 3 congés paternité, 3 moments où j'ai pu m'exclipser de la vie politique, de laisser les rênes évidemment aux élus, et la vie a bien fonctionné, et la ville a avancé malgré l'absence. Et c'est important de se respecter, les temps personnels, les temps de recul. Et j'ai fait... Parce qu'il y a beaucoup de maires qui doivent, je pense Oui. par exemple aux maires des petites communes, qui doivent cumuler. Oui, mais c'est une équipe, hein, derrière un maire, évidemment. On parle beaucoup des maires, il y a les L'équipe est adjoints au maire. généralement souvent dans le même cas aussi. Oui, mais je pense qu'on peut mieux répartir les responsabilités et savoir dire, mais allez voir mon collègue adjoint. Je pense que c'est pareil, c'est une appropriation, une acculturation démocratique qui est nécessaire, salutaire. Sinon, on aura toujours ce mythe de l'homme providentiel, la femme providentielle, du surhomme, et on n'est pas des intelligences artificielles. Camille Pouponneau, un mot de conclusion là-dessus.
Eh bien, écoutez, j'ai envie de dire, redonnez-nous du pouvoir, redonnez-nous de la puissance. J'aime ce mot qu'on n'entend pas très souvent dans la bouche d'une femme. On veut retrouver notre puissance parce que c'est nous la solution demain pour recréer du lien. Et donc, on a compris, Florian Bercaud, vous allez vous représenter à la mairie de Laval, toujours d'hiver gauche, donc vous continuez. Toujours avec une liste citoyenne soutenue évidemment par des partis politiques de gauche. Et donc effectivement, faites de la politique au sens noble, mais engagez-vous, c'est la plus belle mission, surtout à l'échelle locale. Merci à vous, Camille Pouponneau, votre livre Maire, le grand gâchis. Merci Florian Bercaud, maire de Laval. Frédéric Dabi, vous avez coécrit avec Brice Sokol Face au maire, la défiance inattendue, l'écharpe et les tempêtes. C'est aux éditions de l'Aube. Dans quelques instants, mes camarades Lucille Como et François Saltiel, ainsi que le journal d'Anne-Laure Chouin, le 8h45.